Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la musique congolaise, chroniqueur culturel à Radio Congo. Il fut président de l'Union des musiciens congolais et président de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais. Mesdames et messieurs, la bibliothèque Clément Ossinondé est face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Salut. Voilà, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans ce programme. Moi également. C'est vraiment un grand plaisir de passer à DIR-TV, que je suis très souvent. Nous sommes suivis à travers le monde. Clément Ossinondé, vous êtes très en forme là. Oui, dans la mesure où je continue à écrire allègrement la musique congolaise, la rumba particulièrement, parce que nous sommes à l'heure de la rumba, que malheureusement au niveau de notre pays, on accorde très peu d'importance, alors qu'un événement aussi important que la rumba. Clément Ossinondé, c'est vraiment un immense plaisir de vous avoir dans ce programme. C'est quoi votre histoire avec la radio? Il faut dire que je suis venu à la radio en commençant par écrire. Et je me rappelle encore, mon premier article était dédié à Issou Jean-Charles. Et c'est sorti dans le journal Bingo, en 1959. À la création des Bantous? Pratiquement. Parce qu'à cette époque, Bingo, c'était un peu comme Jeune Afrique aujourd'hui. Je crois que ça devait être le même groupe avec Jeune Afrique. C'était un magazine congolais? Oui, un magazine africain. Africain, édité en France? Édité en France et distribué en Afrique. Et après, j'ai pris goût. En écrivant régulièrement, puis jusqu'à ce que je devienne un animateur à la radio particulièrement. Il y a eu Radio Congo, Radio Liberté également, et animé plusieurs émissions là-bas. Et comment vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui vous a emmené à la radio? La radio, c'est beaucoup plus le fait que je sois retenu, ou tout au moins président de l'Union des musiciens congolais. Naturellement, je devais régulièrement passer à la radio pour plusieurs activités liées à la musique congolaise, aux orchestres congolais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé plusieurs fois à la radio. Et à la radio, vous veniez faire quelle chronique, par exemple? Musicale? Musicale. À la radio, je ne faisais que des chroniques musicales. Voilà. Vous ne parliez pas politique? Non. À cette époque, je ne parlais pas politique. Alors, rien que la musique. Alors, il faut noter qu'avant la radio, vous étiez secrétaire général de Oui, j'étais à la direction générale de l'UJC, la jeunesse du parti. Non, vous étiez secrétaire général au Club Bantou. J'étais secrétaire général du Club Bantou. Secrétaire général du Club Bantou parce que nous avions participé à la création des Bantous, parce qu'avant que l'orchestre soit né en 1959, il y a eu beaucoup de démarches auprès de Kinshasa, auprès de Brazzaville, jusqu'à ce que le 15 août 1959, les Bantous atterrissent à Brazzaville. Et pendant cette période, effectivement, nous nous sommes intéressés beaucoup plus à cette musique-là. On est parfois obligé d'écrire, et surtout quand on est président de l'Union des musiciens congolais, on participait souvent à des conférences, et c'est un peu cela qui m'a amené à la radio. Secrétaire général du Club Bantou, c'était en quelle année déjà? Secrétaire général du Club Bantou, c'était en 1965. Ah d'accord, donc c'est après la création des Bantous. Création. Ah d'accord. Et le président de l'Union des musiciens congolais? Le président de l'Union des musiciens congolais en 69. Ah, en 69. Presque à la création de Zaïko. 69, la période où il y a eu, bien sûr, la création de Zaïko, bien sûr. Il y a eu aussi à cette époque-là le premier festival mondial des arts nègres. Non, premier festival mondial culturel. Premier festival mondial des arts nègres à cette époque-là. Des arts nègres? Voilà. Ça se fait pas à Dakar, mais à Brazzaville. À Dakar d'abord, et puis à Alger. Donc Dakar et Alger. Voilà. Et vous avez participé? Tout à fait. J'ai régulièrement accompagné les Bantous à travers le monde. Cuba, l'Union soviétique, disons à cette époque, beaucoup plus dans les pays socialistes où les Bantous ont régulièrement effectué des voyages. Pour revenir à la radio, pouvez-vous nous parler de vos débuts? C'était comment? Alors, il y a un nom que je n'oublierai jamais et qui m'a permis de venir à la radio, c'est Claude Bivoire.
Claude Bivois, c'est lui. Claude Bivois. À l'époque, chef de programme, je crois, si je ne me trompe pas, un grand journaliste de l'époque. Et c'est lui qui m'a amené en quelque sorte, qui m'a orienté vers cette profession en quelque sorte. Et avec lui, on a réalisé beaucoup d'émissions. D'ailleurs, avec Franklin Mokaka, qui était un grand ami à moi, Franklin Bivois et moi, régulièrement, on était à la radio pour animer Les Cocos, la première émission culturelle que nous animions ensemble. Et voilà, dédié donc le nom Coco, Les Cocos. Je crois que l'émission existe encore sur Radio Congo, si je ne me trompe pas. D'où tirez-vous cette passion de la musique? Ça remonte à quand? Alors, il faut dire que comme tout adolescent des années 50, c'est le phonographe qui nous a beaucoup attirés à aimer la musique. Parce que le phonographe, ça a été quand même une évolution dans le domaine de la musique, parce que c'était la première fois. Pour cette nouvelle génération, le phonographe, c'était quoi? Le phonographe, c'était le phono. Le phono, genre d'enregistrement. C'est-à-dire, on mettait un disque de 78 tours sur un appareil qu'on appelait phonographe. Et dans les années 50, dans tous les foyers, que ce soit à Brazzaville comme à Kinshasa, c'était l'instrument. C'était vraiment le matériel privilégié pour tous les Congolais. Il ne manquait, rarement les Congolais manquaient de phonographe dans leur maison. Et c'est ça qui m'a amené à aimer la musique, parce qu'à la maison, il y avait donc le phonographe qu'on jouait régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la musique. Et quel genre de musique écoutiez-vous à l'époque avec vos phonographes? Avec le phonographe, on écoutait la musique des années 50. À cette époque, on pouvait écouter déjà Polo Kamba. Ah, d'accord. On pouvait écouter déjà Wendo. On pouvait écouter déjà Massamba Lebel. Massamba Lebel, malheureusement, il n'a pas enregistré sur disque. Les précurseurs de cette musique. Les précurseurs, ce sont ceux-là. Massamba Lebel. Massamba qui? Lebel. Ah. Mais il est très peu connu parce qu'il n'a pas enregistré. Donc, il faut compter aussi, bon, bien sûr, Circle Jazz, Negro Band, Mando Negro, tout ça, c'est des orchestres qui, à un moment donné, ont marqué notre musique. Tout ça, c'est dans les années 50. Dans les années 50, vers la fin des années 50, parce que les Bantous, par exemple, sont nés en 1959, donc c'est pratiquement vers la fin des années 50. Et c'est à partir de ces années qu'on a vu beaucoup d'orchestres chez nous, à Brazzaville, par exemple. Et c'est à cette période-là. Je me rappelle, à cette époque, j'ai animé même quelques émissions avec Félicité Safouette, qui d'ailleurs animait... Félicité Safouette. Voilà. Celle que Joseph Kabasele a dédié une chanson, Parafifi. Ah, d'accord. Voilà. C'était une grande animatrice sur Radio Congo. Donc, on comprend cette passion de la musique. Vous écoutez avec les phonographes. À l'époque, c'était les Wendo Kolosoi, les Polo Kamba. Les Joseph Kabasele, tous ces grands orchestres des années 50. Les Nino Malapé, les Essous. Est-ce que vous aviez une préférence? Oui. La différence, c'était que tous les orchestres n'avaient pas le même tempo. Tout au moins le même style. Est-ce que c'était toujours de la rumba avec oui, plusieurs c'était toujours de la rumba. C'était toujours de la rumba qui se différenciait par rapport au tempo. Par rapport au tempo, je veux dire. Parce que quand tu écoutais le jazz, ça n'avait rien à voir avec l'African jazz, ou avec le rokamamo ou les bantous. Le jazz, c'était beaucoup plus un rythme un peu tradit moderne dans la maison. Au Demba même, c'est comme ça qu'ils ont appelé leur style rumba Odemba. Odemba, c'est une danse traditionnelle de la RDC, bien sûr, au niveau de Mandaka. C'est une danse qui est liée... Un peu du Bas-Congo? Non, pas Bas-Congo. Mandaka, c'est plutôt au nord de la RDC. À l'équateur. À l'équateur. Donc, c'est cette musique-là qui a beaucoup plus influencé le jazz. Par contre, l'African jazz, le rokamamo, les bantous, bon, c'est vrai, ils jouaient effectivement très bien, mais ils avaient un tempo quelque peu lié aux musiques afro-cubaines. Voilà la différence qui faisait en sorte que, et surtout lorsqu'on sait que dans la rumba,
il y avait 3 partitions. On pouvait retenir, par exemple, chez Loki Jazz, il y avait la première partie, le refrain, ensuite la seconde partie, celle qu'on a appelée. Ah oui, c'est vrai, il y avait une différence. Moi, par exemple, vos préférences, c'était lesquelles? Vous préférez quel artiste ou quel groupe? Moi, en principe, j'aimais toute la musique congolaise. Donc vous n'avez pas de préférence? Le style, vous aimez tout. Jazz, Rocamamo, mais pourtant vous qui êtes... a même naissance au Bantou, les deux groupes, qui était en vogue. Et vous étiez un bon danseur, j'imagine. Lié à l'African Jazz. On peut dire que les 2 styles étaient les plus dominants dans la musique congolaise. Le style Oki Jazz et le style African Jazz. Donc vous n'avez pas de préférence jusqu'à... Oh non. Vous aimez tout. J'aimais tout. Mais pourtant vous êtes... Je ne jugeais que la musique par rapport au morceau qui est enregistré, qui était en vogue. Voilà. Et vous étiez un bon danseur, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas se passer de la rumba. Pour ceux qui aimaient, par exemple, l'Oki Jazz. On ne pouvait pas s'en passer du cha-cha-cha ou du mambo. Est-ce qu'à cette époque, il y avait des bons danseurs de la rumba? Ah oui. Il y avait des gentlemen quand ils dansent. Il y a 2 qui sont particulièrement connus. Chez nous, à Brazzaville, il y avait Émile Gentil, il s'appelait Émile Gentil. C'est un des plus grands danseurs de Brazzaville à l'époque. Et de l'autre côté du fleuve Congo, c'est-à-dire à Kinshasa, il y avait aussi des grands danseurs. C'est-à-dire que même les 2 se connaissaient tellement bien qu'il arrivait qu'on organise des manifestations à Kinshasa comme à Brazzaville. Alors, Clément Sinandé, si l'on comprend, vous étiez secrétaire général du club Bantou, vous, en tant que chroniqueur à la radio, est-ce que vous n'étiez pas tenté de jouer que des chansons des Bantous de la capitale? À cette époque, on ne pouvait pas être pour et contre. Non. On aimait toutes les musiques. Il y avait des orchestres qui sortaient des grands tubes. Et quand c'est aimé de tout le monde, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas apprécier cette musique. Il y a eu des Loki Jazz comme l'African Jazz, ils ont sorti de ces morceaux qui ont vraiment fasciné le monde de la danse. On ne pouvait que être satisfait. Donc, on ne pouvait pas dire que Loki Jazz c'est une musique qui n'est pas trop bien et par rapport à l'African. Non. On jugeait par rapport au tempo pour ceux qui aimaient. Par exemple, l'African Jazz était beaucoup plus lié un peu aux musiques afro-cubaines, les musiques qui avaient un tempo un peu plus rapide, contrairement au Demba, qui est un peu, ça lambine un peu, c'est-à-dire une musique qui était très douce. Non, alors, entre Taboulei, Luambo Makiadi Franco, entre Taboulei et Rochereau, Luambo Makiadi et je peux dire Essou Jean Serge, quelle était votre préférence? C'est difficile. C'est-à-dire quand si je disais que ma préférence est Essou, donc si éventuellement Franco sortait un tube ou bien une grande... mais quand on supporte quel que soit le succès de l'autre... C'est-à-dire en musique c'est difficile de dire que je ne supporte que cette musique. Ah non, on ne peut pas le dire. Parce qu'il arrive que... C'était pas comme au football, chacun avait des supporters, il n'y avait pas de supporters. Aujourd'hui, l'African Jazz sort un morceau qui fascine tout le monde. Qui cartonne. Vous tout comme qui a un style différent de Loki Jazz, qui également peut sortir un grand disque, et enfin, un grand succès, mais qui aime tout le monde. Donc, après, les styles se sont distingués entre Odemba et le Fiesta. Oui, est-ce que vous avez une préférence entre Odemba et Fiesta? Bon, moi particulièrement, j'aimais beaucoup plus le style African Jazz. Le style African Jazz, parce que ce style était lié un peu aux danses que nous avions connues à l'époque, où il y a eu le mambo, le cha-cha-cha et autres. Donc, c'est plus riche en partition et
en organisation. C'est-à-dire l'organisation musicale est nettement plus riche que l'organisation musicale au niveau, par exemple, de l'Oki Jazz. On peut dire que, bon, l'African Jazz, c'était une musique très riche en partitions, par exemple, contrairement à l'Oki Jazz, où il y avait moins de partitions, mais on reste beaucoup plus longtemps sur le Sebene. Le Sebene que, vous savez, c'est... Alors, en tant qu'animateur radio, est-ce que c'était pas tentant? J'imagine que vous aviez des amis artistes. Lesquels vous côtoyez le plus à cette époque en tant qu'animateur radio? En tant qu'animateur radio, je côtoyais beaucoup plus, disons, tous les musiciens, mais particulièrement les Bantous, parce que c'était quand même l'orchestre phare du Congo-Brazzaville. Et tant bien même qu'on aimait les autres orchestres, mais les Bantous étaient la priorité d'abord. Est-ce que vous avez des amis que vous côtoyez au quotidien? Oui, à cette époque, dans le cas du club Bantou, on côtoyait régulièrement les Bantous. On y allait souvent à leurs répétitions. Maintenant, vous particulièrement, est-ce que vous n'aviez pas un ami? Par exemple, moi je suis avec Essou, moi je suis avec... on a appris que vous étiez aussi ami avec Franklin Boukaka. Il y a trois personnes qui m'ont côtoyé et avec lesquelles j'ai passé de très bons moments. C'était Nino Malapé, Jean-Serge Essou et Franklin Boukaka. Franklin Boukaka, c'était vraiment une grande amie, je dirais même un frère, parce que régulièrement on était ensemble, régulièrement. Et il m'appréciait beaucoup parce que je l'ai accompagné à la création, par exemple, du circuit jazz en quelque sorte. Mais il est venu un peu plus tard, c'est vrai, mais tout au début, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que vous aviez eu à écrire pour les artistes, à être un nègre, par exemple? À écrire sur... Pour les chansons, par exemple, de certains artistes. Ah non, je n'ai pas... Vous ne voulez pas le dire parce que vous êtes à la télé ou bien c'est un contrat? Non, je n'ai pas. Je sais que j'ai tenté, avec des amis, à enregistrer quelques chansons aux éditions Goma en 1955. Nous étions 3 ou 4 amis. Nous sommes allés donc aux éditions Goma parce qu'à l'époque, vous pouvez venir sans instrument. Vous trouvez tout sur place dans le studio. Et nous venions de Brazzaville, nous sommes retrouvés aux éditions Goma dans l'intention d'enregistrer un 78 tours, c'est-à-dire un 78 tours. Voilà, alors... Lorsqu'ils nous ont écoutés, ils étaient sévères à cette époque dans les studios. Ils étaient très très sévères. Lorsqu'ils nous ont écoutés, ils ont dit, vous avez tendance, votre chanson, tout au moins votre style, a tendance à copier celui de Lucie et Yinga. Alors on était très déçus. Donc repartez et essayez de revoir telle partition. Voilà, à cette époque-là, on pouvait aller 2 ou 3 fois comme ça en studio et le moment venu, on peut trouver, et quand ils mettent le roquet, le disque est sorti. Alors revenons à votre talent d'écriture. Vous aviez commencé votre premier ouvrage, votre premier article, je dirais, ça remonte à Bingo, consacré à Essou Jean-Serge. À Essou Jean-Serge. Bingo, c'était une grande revue africaine. Vous avez dit équivalent à Jeune Afrique. Équivalent à Jeune Afrique, actuellement. Le talent de l'écriture, d'où tirez-vous cela? J'étais fan de tout ce qui était lié à l'écriture. Ou à l'animation culturelle. Alors, ça me fascinait énormément. Il arrivait même chez moi des tambours, des tam-tams? Non, le phono. C'est-à-dire, des phonos tout au début, c'est ce que je faisais d'ailleurs. Il y avait un appareil musical où je pouvais enregistrer la parole et les instruments, enfin tout au moins un disque. Et c'est comme ça que régulièrement, j'ai répété donc... j'ai commencé à reproduire ce qui se faisait à la radio et c'est comme ça que je me suis habitué, donc que l'idée m'est venue effectivement d'aimer. Et vous avez décidé d'écrire, de devenir presque auteur.
à quel moment vous avez décidé de publier ce que vous écrivez et à quel moment, d'où vous est venue l'idée d'écrire? Alors j'ai commencé... Qu'est-ce qui a déclenché cela? Ce qui a déclenché cela, c'est surtout d'être régulièrement, parce que j'ai passé régulièrement ma vie auprès des musiciens. C'est-à-dire que je les aimais tellement, j'aimais la musique au point où j'étais régulièrement aux côtés des grands groupes comme les gros bands, comme les Bantous, et ainsi de suite. Et c'est comme ça m'est venue l'idée vraiment d'écrire. Je n'ai jamais fait le journalisme en tant que professionnel, mais c'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire. Et d'écrire pas sur n'importe quel sujet, mais rien que sur la musique, sur les chroniques musicales. Et vous avez plusieurs ouvrages? Plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, je suis à mon 10e ouvrage lié à la musique congolaise. Une passion? Oui, c'est une passion. Alors pour parler de cette musique, qu'est-ce que vous entendez par musique congolaise? Est-ce qu'on ne devrait nous pas parler des musiques congolaises plutôt que de la musique congolaise, comme certains le proposent, puisqu'il y a plusieurs types de musique congolaise? Pourquoi pas parler des musiques congolaises au lieu de la musique congolaise? La musique congolaise, parce que elle est d'abord tirée de la musique bantou, race à laquelle nous appartenons. Et dans cette musique bantou, ou tout au moins, nous avions donc soutiré ce que nous appelons aujourd'hui la musique congolaise moderne. Car en fait, à l'époque coloniale, les premières musiques qui ont été jouées dans les villes étaient la musique traditionnelle. À une époque donnée, on ne jouait que la musique traditionnelle. Et avec l'autorisation du pouvoir colonial, vous pouviez pendant les grandes fêtes amener 2 ou 3 groupes. Donc il faut dire que c'est cette musique traditionnelle, une fois en ville, a donné naissance à la musique congolaise moderne. Voilà, en quelque sorte. Est-ce que vous ne donniez pas raison à certains occidentaux qui doutent en fait de cette rumba qui était à l'époque née au royaume Congo et puis que les esclaves ont emmené à Cuba? Est-ce que Kété n'appartient pas aux Cubains comme tel? Mais non, ça ne peut pas appartenir aux Cubains. Même le nom rumba? Parce que chez nous, on l'appelait Kumba. Kumba, c'était donc le nombril anti-Congo. C'était danse. Parce que nous, on n'a pas gardé, on pouvait appeler Kumba congolaise. Oui, c'est mais vrai. Pourquoi on a adopté ce que les Cubains... C'est-à-dire que lorsque nous avions été déplacés en esclavage à Cuba, à cette époque-là, le nom que nous savions, c'était Kumba. Kumba. Nombril. C'était la danse du nombril. C'est-à-dire les 2 nombrils, celui de l'homme et celui de la femme, se côtoyaient. Et c'est cette danse que nous avions amenée à Cuba. Arrivé à Cuba, c'est vrai qu'il y a eu une malformation, ou tout au moins linguistique au niveau l'espagnol. L'espagnol. Parce que rumba, c'est donc une déformation. Le véritable nom, c'est Kumba. C'est la danse du Kumba. Et c'est cette danse qui a donné naissance à la musique afro-cubaine. Mais c'est une danse qui vient effectivement du Royaume Congo. Qui vient effectivement du Royaume Congo. Même si par la suite, il y a eu quelques déformations, il faut le noter, parce qu'à Cuba, il n'y avait pas que les Bantous, il y avait aussi les Yoruba, il y avait aussi les Araras qui sont les Dahomey. Et c'est ce mélange-là qui a fait que, à un moment donné, à Cuba, on s'est retrouvé avec 3 genres de rumba. La rumba guabanco, la rumba colombia et la rumba yambou. La rumba yambou, c'est celle que nous pratiquons aujourd'hui, actuellement. Qu'on appelle la rumba congolaise. La rumba congolaise. Mais les Angolais aussi pouvaient revendiquer aussi, puisque... Oui, puisque à l'époque où les esclaves ont amené la rumba à Cuba, il n'y avait pas
Il n'y avait qu'un seul la royaume capitale Congo. Il n'y avait que le royaume est Congo. déclaré aussi patrimoine, apparemment. Mais bien sûr, le Banza Congo, qui est la capitale du royaume Congo, jusqu'à maintenant d'ailleurs, est reconnu aujourd'hui d'ailleurs à l'UNESCO. Donc, cette musique, quand les premiers esclaves sont allés à Cuba, il n'y avait pas le Congo-Brazza, Congo-Kinshasa ou Angola, non. Il n'y avait que le royaume Congo. C'est donc des esclaves qui sont partis du royaume Congo à Cuba. Voilà. Alors, revenons sur vos livres. Si on parlait, par exemple, si on vous posait la question de savoir pourquoi écrivez-vous, vous écrivez pourquoi? Oui, j'écris parce que tout le temps que je suis resté à la tête des organisations musicales, que ce soit les Bantous, que ce soit les autres orchestres que j'ai eu à côtoyer, l'histoire de la musique congolaise est très peu connue. Très peu connue. Et on n'accorde pas beaucoup d'importance. On n'y accorde pas beaucoup d'importance. C'est ça qui a déclenché c'est ce qui a déclenché justement votre envie d'écrire. Mon envie d'écrire. D'apprendre aux autres, enfin, de faire connaître aux autres que voilà, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Surtout que moi j'ai grandi à une époque où la musique congolaise s'est très développée sur les deux rives du fleuve Congo, et il m'est arrivé d'ailleurs d'aller vivre à Kinshasa pendant un moment, parce qu'à l'époque... Ah, vous avez vécu en RDC? Oui, j'ai vécu là-bas, j'ai passé une partie de ma jeunesse, une partie seulement, parce que j'avais des oncles, des tantes qui habitaient là-bas. Mais tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas de problème. On pouvait s'installer à Kinshasa comme on pouvait aussi venir s'installer à Brazzaville. Donc, c'est un peu cette période-là qui m'a permis d'avoir beaucoup plus de connaissances sur notre musique congolaise. Être un peu le témoin. Voilà, en quelque sorte. Et lorsque vous écrivez, comment vous choisissez vos thèmes? Je choisis, par exemple, là où il y a un manquement, par exemple. J'ai un livre qui s'intitule « L'histoire de la musique congolaise moderne ». L'histoire de la musique congolaise moderne. Donc, comment la musique congolaise moderne a commencé chez nous. Voilà. Et cette partie-là est liée même à l'histoire de la rumba. L'histoire de la rumba. Vous saviez, lorsque la rumba faisait du succès dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, nous-mêmes, au Congo, ne savions même pas qu'il y avait une musique comme ça qui était partie de chez nous et qui faisait fureur aux États-Unis et en Europe. Ce n'est que plus tard que nous le saurons. Et c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là que nous allons récupérer cette musique comme étant nôtre. Et cette période-là, il fallait vraiment écrire pour rétablir les faits. En parlant des ouvrages, nous retenons l'histoire de la musique congolaise, 52 ans de musique congolaise au Congo-Brazzaville. Alors ce qui a attiré notre attention, c'est qu'il y a eu deux apparitions, c'est-à-dire à peu près les mêmes titres, 52 ans de la musique congolaise au Congo-Brazzaville et 52 ans de la musique congolaise en RDC, en République démocratique du Congo. Pourquoi ces nuances? Pourquoi cette différence? Tout simplement. Les histoires ne sont pas liées? Non, l'histoire est la même, les groupes sont les mêmes, mais il était quand même nécessaire de faire la séparation, c'est-à-dire faire l'histoire de la musique congolaise au niveau de Kinshasa et l'histoire de la musique congolaise au niveau de Brazzaville. C'est vrai qu'à un moment donné, il n'y avait pratiquement pas trop de différence entre les musiciens de Brazzaville, tout comme ceux de Kinshasa, mais il était nécessaire tout de même de faire la répartition. C'est ce qui a fait que, lorsque vous lisez le livre qui est lié à Kinshasa, vous trouvez des choses, des passages qu'on ne peut pas trouver, par exemple, de l'autre côté du fleuve Congo, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville. Donc, c'était absolument nécessaire pour ne pas embrouiller l'auteur. Il fallait faire les deux versions. La musique congolaise à Brazzaville, la musique congolaise à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette musique, après la musique en RDC, puisse prendre le dessus à peu près sur la musique
de la République du Congo? La musique d'en face a pris beaucoup plus de place. Ce que vous appelez en face, c'est la RDC. La RDC a beaucoup plus de place parce que c'est le pays qui, le premier, a eu l'industrie musicale. En 1947, déjà, il y avait une industrie musicale à Kinshasa. Et les commerçants qui venaient, les commerçants grecs, belges, et ainsi de suite, qui venaient pour faire le commerce à Kinshasa, se sont retrouvés devant une richesse qui leur a permis même d'abandonner ce qu'ils sont venus faire. Malgré que vous avez la radio Le Congo Brazzaville. Voilà. La première. La première, tout à fait. Pour créer, pour éditer donc la musique congolaise. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de nos musiciens ont évolué à Kinshasa. Quand vous prenez les Nino Malapé, les Essou, les Panvi et la majorité des Bantous. Voilà. Même les modernes, les plus récents, les Yulma Biala. Voilà. C'est ça qui a favorisé Kinshasa, à devenir vraiment le centre culturel de la. Est-ce que c'est pas parce que le Kinois, entre guillemets, sublime plus les artistes que le Congolais de Brazzaville? Non. Est-ce que nos autorités ici s'intéressaient à la musique? Oui. À votre époque, est-ce que les autorités s'imprégnaient comme faisait le président Mobutu? Lorsque les Bantous, tout au moins, ont décidé de revenir au Bercail, c'est ça qui peut faire la différence entre cette musique que nous avions ramenée chez nous en 1959 avec les Bantous et cette musique qui est restée par la suite, qui a continué avec les jeunes générations comme les Zaïko, les Slamozika et autres. Donc, on peut dire que, pour moi, d'aucuns disent que non, à Kinshasa, ils ont beaucoup plus de grands musiciens. C'est normal. Pour un pays qui a beaucoup plus d'habitants que chez nous, ça ne peut pas être autrement. Mais, il faut dire que les musiciens du Congo-Brazzaville ont apporté beaucoup dans la musique que nous avions connue à Kinshasa. Et c'est beaucoup plus l'industrie musicale qui a favorisé cet engouement. Et en parlant de ces musiques, est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas joué un rôle? Par exemple, on me dit que le président Mobutu aimait beaucoup la musique. Est-ce qu'ils accompagnaient? Oui, les autorités aimaient beaucoup cette musique, particulièrement lorsque nous avions eu l'indépendance. Lorsqu'on a eu l'indépendance, le plus grand orchestre que nous avions, c'était les Bantous. Et les Bantous étaient très appréciés de toutes les autorités congolaises. Yulu, le président Yulu, a favorisé la présence des Bantous aux festivités de l'indépendance. Et par la suite... Clément Ossinondé, les témoignages qui nous parviennent, était un bel homme, un charmeur, qui avait du succès. Comment gérez-vous votre succès à l'époque? Il était président de l'Union des musiciens congolais, il gérait les musiciens, gérait l'UNEAC. Le succès, c'était beaucoup plus dans l'organisation du travail. Ah, d'accord. Dans l'organisation du travail. Et dans la vie de tous les jours Les Bantous, par exemple, lorsqu'ils étaient dirigés par un secrétariat, c'est-à-dire qu'ils étaient organisés par un club, fonctionnaient nettement mieux que maintenant. Clément Sinondé, je sais que vous comprenez, la musique, c'est le succès, c'est l'ambiance. On sait que c'est lié parfois. Qui dit musique, qui dit parfois bar, qui dit bière. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, vous, comment vous gérez cela? Ça veut dire qu'il ne faut pas se perdre la tête. Il ne faut pas se perdre la tête. Il faut savoir seulement que les jeunes aiment la musique à travers leurs idoles. Leurs idoles, c'était beaucoup plus les gens, les hommes de la radio, les musiciens. Et moi, en tant que secrétaire général du club Bantou, tout au moins président de l'UNEAC, j'ai été apprécié pour le travail que je faisais dans cette organisation-là. Et ce succès, comment vous le gérez envers la gente féminine? La femme, par exemple. C'est vrai. C'était lié on était devenu en quelque sorte une vedette, c'est vrai, mais il ne fallait pas se perdre la tête. Maintenant, comment vous gérez ça envers les femmes? Oh, ne pas se laisser aller, ne pas trop se laisser aller. Et vous avez la maîtrise? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'allais par exemple régulièrement chez Nico,
chez Franco, par exemple, il m'est arrivé d'animer des émissions spécialement Nino et Nico, Cassandra. Le lendemain, il me faisait venir. Ah, vraiment, j'ai apprécié ton émission. Nico Cassandra. Ah oui, Nicolas Cassandra. L'Afrique Fiesta. Voilà. Soukissa. Même Franco. Je suis allé plusieurs fois chez Franco. Et ça, c'est lorsque j'animais l'émission Les Cocos. À Kinshasa, en tant que président de l'Union des musiciens congolais de Brazzaville, je rencontrais régulièrement Verkis Kiamangana, qui était également l'équivalent. En RDC, on a tendance à écouter qu'il y avait des conflits du genre qui concernaient les femmes. Est-ce qu'ici, c'était pareil? Vous vous battiez parfois pour les femmes, ou il y avait des tendances comme ça à ravir parfois les femmes des autres? Oh, il faut dire qu'à cette époque-là, les grands musiciens étaient pratiquement gros de belles femmes, c'est vrai. Quand vous prenez des grands succès comme Parafifi, chanté par Kabasile, et qui était dédié à notre Félicité Safouès, il faut le faire. Donc, c'est beaucoup plus dans la gestion. Pour éviter de tomber dans les conflits, on était obligé de limiter quand même. Est-ce qu'il n'y avait pas un conflit entre les politiques et les musiciens à propos des femmes? Oui, ça c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il y a eu des musiciens. Bon, je ne veux pas. Vous côtoyez les mêmes endroits? Je ne vais pas citer le nom. Moujos, par exemple. Moujos qui jouait dans les bantos. Il a eu à composer une chanson qui était liée à un responsable chez nous. Et on était obligé de le faire fuir parce qu'on le menaçait. On supposait que la chanson qu'il a eu à enregistrer était destinée à tel responsable, à tel responsable. Et si le responsable était plus fort que lui, il était obligé de fuir. Et c'est comme ça que, par exemple, Moujos est parti des banques de la capitale. Un soir, il s'est retrouvé carrément à Kinshasa parce qu'il était menacé. Menacé pourquoi? Pour une femme. Voilà. Alors, c'est le cas qui arrivait régulièrement dans cette partie. Voilà. Depuis la date du 14 décembre 2021, la rumba congolaise fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science et la culture, dit l'UNESCO. Comment avez-vous vécu cela? Oui, ça a été un très, très, très grand succès. Un très grand succès. Et vous, personnellement, comment vous l'avez vécu? Moi, personnellement, comme j'avais déjà fait des émissions sur cette partie justement de la rumba, mais ça a été pour moi vraiment un grand soulagement. Vous avez dit que voilà, le travail a payé. Voilà. Mais malheureusement, vraiment, vous voyez notre musique, la rumba reconnue au plan mondial à travers l'UNESCO. Et nous ne faisons absolument rien. Qu'est-ce que vous êtes obligé? Rien. Donc il n'y a pas eu de suite? Il n'y a pas eu de suite. Accompagner ce succès? Donnez-moi la suite. La suite est où? Après la reconnaissance, on a fait un festival, par exemple? Non, c'est plutôt l'Institut français qui organise le premier festival sur la rumba. L'Institut français, c'est pas le ministère des Affaires culturelles, pour moi. Rien. Vous tenez un festival, à faire des musées? Rien. Jusqu'à présent, rien. Moi, j'apprends qu'à Kinshasa, ils ont créé un musée de la musique congolaise. Un musée consacré à la musique. Consacré à la musique. Alors, je ne comprends pas. Pourtant, lorsqu'il a s'agi de reconnaître la rumba au patrimoine mondial, c'était les deux Congos. Maintenant, on se retrouve avec un musée de la rumba à Kinshasa et à Brazzaville, zéro. Alors, il faut même reconnaître que actuellement, le seul orchestre qui date des années 50, c'est les Bantous? Ce sont les Bantous. Les Bantous. Contrairement à Kinshasa, il n'y a plus d'un seul orchestre qui date des années 50. Le seul grand orchestre de la musique congolaise, sur les deux rives, qui date des années 50, ce sont les Bantous de la capitale. Et les Congolais ne profitent pas de ce patrimoine? Et nos autorités ne font rien sur les Bantous. Les Bantous, aujourd'hui, là, si on ne fait pas attention, l'orchestre va se disperser, va se disloquer. Mais bien sûr, puisqu'ils ne répètent même plus. Ils ne répètent plus, ils ne jouent plus, ils sont là, nulle part.
nulle part. Et on les regarde comme ça. Alors c'était une occasion avec la rumba de les sortir. Pas seulement les bantous, on pouvait désigner 3-4 orchestres. On dit, bon, pour faire connaître notre rumba, on va mettre 2 ou 3 musiciens en Afrique, aux États-Unis, et partout, pour jouer et montrer au monde entier ce que c'est que la rumba. Mais rien. Et si on vous posait la question, pour aller vers la fin de ce programme, quel est le regard que vous portez sur cette musique aujourd'hui? Mais si on ne fait pas attention, elle peut disparaître? Elle va disparaître. Puisque quand vous allez dans un orchestre, quand vous allez par exemple chez les jeunes orchestres qui jouent dans la cité, rarement ils jouent la rumba, rarement. Mais pourquoi? Parce qu'il manque d'orientation au niveau du ministère. Le ministère doit regrouper les organisations musicales, professionnelles qui s'intéressent à la musique pour un travail bien précis. Voilà les directives du ministère sur la rumba. On doit imposer cette musique, le quota. Le quota. Hein? On doit la jouer, on doit sortir nos musiciens. À la télé. Ils doivent aller dans les boîtes de nuit, dans les secteurs clubs, dans les bars. Alors, les Bantous qui sont là, un des plus grands orchestres du continent, actuellement, c'est le plus grand orchestre du continent. Par rapport, par exemple, à nos amis de la Guinée, hein, où il y avait les Kélétigui et autres. Mais les Bantous, au moment où nous parlons, est le seul plus grand orchestre africain qui joue toutes les musiques. Mais, hélas. Donc, c'est sans suite. Vous craignez que mais je crains que les Bantous s'effacent. Surtout que les jeunes sont orientés sur les rythmes. Bien sûr, puisqu'on ne s'en occupe pas. Bientôt, il y a le FESPAM qui arrive. Est-ce que les Bantous ils sont placés à quel niveau? On ne sait pas encore. Pourquoi, selon vous, cette musique a été reconnue tardivement, alors qu'en 2021, la musique cubaine, la rumba congolaise, la rumba cubaine, c'était en 2016. Pourquoi on a tardé à reconnaître Mais c'est un peu cette reconnaissance qui nous a amenés à saisir l'UNESCO pour que la rumba congolaise aussi soit reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si les Cubains ne s'étaient pas prononcés comme tels, peut-être qu'on n'aurait même pas aujourd'hui une rumba reconnue par l'UNESCO. Hein? Jusqu'à présent, on ne fait rien, il n'y a rien sur le festival. Les mots sont inondés. Est-ce que vous arrive d'avoir des regrets? Mon regret, c'est que je suis très déçu du fait qu'on ne fait aucun effort pour remonter notre musique. Aucun effort. On a les orchestres qui font fureur, les Bantous de la capitale. Je les ai vus jouer à Kinshasa à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Joseph Kabasele, mais ça a été fantastique. Les Quinois qui ne dansent que la rumba ont ce soir-là dansé le cha-cha-cha, le boléro, toutes ces danses. La nouvelle génération, vous ne l'écoutez pas? Non. C'est pourquoi aussi vous n'écrivez pas sur cette nouvelle génération? Parce qu'on a constaté que vous écrivez plus sur les 50-60. Oui, la nouvelle génération, c'est les musiciens des années 70, c'est vrai. Mais pourquoi ces musiciens, ces orchestres n'existent plus? Parce que ça n'est pas occupé. C'est comme maintenant, là. Maintenant, est-ce que vraiment on peut reconnaître que au Congo, il y a une musique qui s'appelle la rumba qui a été reconnue au patrimoine mondial? Parce qu'il n'y en a pas, puisqu'on n'a jamais rien fait. Jamais rien fait. Il faut qu'on arrive à faire un grand festival sur la rumba. Un grand festival sur la rumba. Bon. Rencontrer l'UNESCO pour discuter avec eux s'il y a une possibilité de placer à Brazzaville comme à Kinshasa un musée sur la musique congolaise. Jusque-là, il n'y a rien. Tous nos musiciens sont tous immigrés en Europe. Tous les plus grands musiciens de chez nous, que ce soit de Kinshasa ou de Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'au niveau local, rien. Personne ne s'en occupe. Voilà, Clément Ossinandé, c'était un plaisir de vous avoir dans ce programme. Alors, vous continuez à écrire? Il y a un ouvrage que je vais... La genèse des musiques
musique congolaise à travers les éditions musicales. Disons la genèse des éditions musicales. C'est-à-dire tous les grands noms comme les éditions Goma, les éditions Loningisa, les éditions Essengo, toutes ces grandes marques, les éditions Opika. C'est-à-dire que je suis en train de faire un peu l'inventaire de tout ce que ces maisons de disques ont produit de 1947 à maintenant. Waouh! Voilà. C'est un grand travail. Un grand travail qui nécessite que je sois même aidé parce que c'est vraiment éditionnaire. Et c'est prévu quand l'apparition? Je crois que d'ici... Très avancé ou bien? Très avancé, puisque le catalogue y est. J'ai les catalogues, j'ai pu retrouver tous les catalogues des éditions musicales qui ont évolué à Kinshasa. Kinshasa, c'était la première industrie musicale. Donc il y a Ngoma, Opika, Olympia, Essengo, Loningisa. Alors Clémence Ossinandé, que souhaiteriez-vous qu'on retienne de vous? Peut-être d'avoir dirigé les musiciens congolais à une époque où tout a bien marché. Tout a bien marché. Et c'est ça qui a donné naissance aux groupes vocaux, les groupes vocaux pour lesquels on a organisé 2 semaines culturelles. Et ces 2 semaines culturelles nous ont révélé Zao, nous ont révélé Kimolo Clotaire, nous ont révélé les groupes vocaux, les Nzungusu, tout ce monde-là des années 70, c'est grâce aux semaines culturelles. Au lieu de chercher des grands festivals avec beaucoup d'argent pour rien, 2 semaines culturelles seulement. 2 semaines culturelles. Parce qu'aujourd'hui, là, un Congolais de Point Noir, c'est vrai, il connaît la danse traditionnelle Luango, mais il ne connaît pas la musique de l'autre côté vers la musique, par exemple, de la Likwala. Et c'est ça qui a fait que, à ces 2 semaines culturelles, les musiciens de toutes les régions se sont frottés. Le brassage. Un brassage. C'est ça que nous devions d'abord faire. Au lieu d'organiser des grands festivals pour rien, puis sortir de l'argent pour rien, après il n'y a rien. Faisons ça. Sachons d'abord qu'est-ce que nous avions dans notre pays comme musique. Dans 2 semaines culturelles, voilà. Mieux que le festival. Mais le festival, c'est africain. Alors, on a compris votre passion pour la musique, surtout sur la rumba. Et vous aviez tout donné, votre jeunesse, vos temps. Et la famille dans tout ça. Comment gérez-vous la famille avec toutes ces casquettes que vous avez ramassées ici et là? Quelle était la place de la famille dans tout ça? Bon, la famille, bon, je crois qu'on faisait le tout à la fois. Hein. Et s'occuper de la famille, s'occuper de... Papa n'était pas trop absent? Non, pas trop absent. Bien au contraire, papa a appris à ses enfants ce que c'est que la musique congolaise, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous avez une photo avec tous vos enfants? Ah, non. C'est difficile de en faire. Non. Voilà, Clémence. Ils sont dispersés. Voilà, Clémence Ossinandé, ça a été un plaisir, comme je l'ai dit au début, une bibliothèque dans cette émission Face à Manière. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi également, on me souhaitait peut-être, il faut que je continue à travailler, travailler pour la musique congolaise. Ça, vraiment, je dois faire encore d'autres recherches sur la musique congolaise et surtout sur le Banza Congo, parce qu'il est question que je participe à un festival qui va avoir lieu en Banza Congo. Les Angolais, tout au moins, veulent organiser un grand festival. S'ils ne sont pas retenus, à la rumba, ne sont pas retenus pour la rumba congolaise, et ils ont dit qu'ils vont le faire. Ils ont organisé un grand festival en Banza Congo qui va retracer ce qui était la musique congolaise depuis nos ancêtres jusqu'à leur arrivée à Cuba.
nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que Clément Ossinondé, auteur de plusieurs ouvrages, qui fut chroniqueur de musique, était face à Maner. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.